votre communication. Chacun a 20 minutes pour parler et je vais être très stricte pour m'assurer qu'on n'enlève pas de temps de parole au dernier orateur. J'accepterai 2 questions après chaque exposé et il nous restera du temps à la fin pour poser des questions comparatives, des questions qui tiennent compte de ce que les 4 auront présenté. Alors, voici. Nos orateurs vont parler dans l'ordre où ils apparaissent dans le programme. Nous commençons donc avec le professeur Yvan Lamonde, professeur émérite de l'Université McGill. Il a mis en place la trame générale de l'histoire des idées au Québec. C'est son champ de spécialité qui a aussi beaucoup intéressé les philosophes dont je fais partie. Je suis Danielle Letosha de l'Université d'Ottawa, anciennement. Monsieur Lamonde a travaillé sur l'histoire des idées de 1700 à 1965. Avec des collègues, il a publié une brève histoire et un dictionnaire des intellectuels qui font place aux femmes. Il a fait un retour sur ses propres travaux dans Historien et citoyen et dans un essai qui fait beaucoup de vagues et beaucoup de bruit et qui s'appelle Un coin dans la mémoire. Il travaille actuellement à une histoire comparée de Mackenzie et de Papineau, du Haut et du Bas-Canada avant et au temps des rébellions. Merci, Mme Letosha. Je vais parler dans 20 minutes. Ce qui pourrait paraître abrupt sera documenté dans mon texte et argumenté dans mon texte. Et je vais parler comme si l'abbé Groulx était dans la salle, ce qui est mon habitude de dire des choses à propos des personnes en face des personnes. Ça oblige à une exigence spécifique. La position de Groulx, elle est intelligible sur la question de l'indépendance, à condition qu'on connaisse, il me semble, l'ensemble de sa pensée et que l'on voit bien que c'est à partir de ce qu'il appelait lui-même 3 constantes de vie que l'on comprend sa position sur l'indépendantisme. À savoir, ces 3 variables, c'est la religion d'abord, 2, la patrie, et 3, la jeunesse. Ces 3 variables entrent continuellement en jeu dans la formulation de sa pensée, en particulier sur la question de l'indépendance. Les propos, c'est remarquable, de Groulx sur l'indépendance s'adressent constamment à la jeunesse, où Groulx a la jeunesse à l'esprit, même lorsque ces jeunesses ont évolué, pour penser son rapport à l'indépendance. C'est donc, chez Groulx, la pensée sur l'indépendance, les affirmations sur l'indépendance sont une pensée stratégie conjoncturelle. Il parlait de l'indépendance pour Groulx de 1905 à 1968, c'est toujours dans une conjoncture donnée et avec la jeunesse comme auditoire ou la jeunesse à l'esprit. Pour moi, Groulx n'est pas indépendantiste pour 3 raisons principales. Il est prêtre, il est réputé, responsable, et la subversion indépendantiste est trop dangereuse pour lui comme prêtre. Et ça, dès 1932, Laurendeau va lui écrire, je dirais,
Monsieur Groulx, soyez notre sauveur, mais je ne peux pas dire, Monsieur Groulx, soyez notre sauveur, parce que vous êtes l'abbé Groulx. Le rando avait compris les limites de ce que son maître pouvait dire, sinon penser. Donc, première raison pour laquelle il n'est pas indépendantiste, sa condition d'homme d'Église. Deuxièmement, sa position en faveur de la religion, d'abord et avant tout, l'empêchait, dès le départ, d'être pour le politique d'abord, comme Maurras et les gens de l'Action française le soutenaient. Quand le religieux prime le politique, il est difficile d'avoir un nationalisme qui puisse être véritablement indépendantiste. Et la religion, d'abord, a aussi comme effet que la conception de l'État chez Groulx est spécifique. Quand il dira, en 1937, au moment où il l'aura répété depuis une trentaine d'années, que notre État français, nous l'aurons, cet État français, il faut bien comprendre que ce n'est pas un État au sens où on l'entend, c'est-à-dire un État reconnu comme souverain sur la scène internationale. Donc, pour Groulx, la religion limite sa conception de l'État. Et évidemment aussi, sa conception de la religion fera que la jeunesse des années 50 et 60 ne sera pas une jeunesse porteuse d'un nationalisme comme il l'entendait, mais d'un nationalisme dissocié du religieux et conséquemment inacceptable pour lui aux convictions durables. Il faut bien le reconnaître. Troisième raison, il est contre le principe des nationalités, qui est un principe trop libéral pour l'Église catholique en général et pour Groulx en particulier. Pour lui, c'est la survivance qui légitime la recherche d'une condition politique spécifique pour le Canada français et non pas le Québec. Alors, Groulx n'est pas indépendantiste pour moi pour ces trois raisons. Groulx est pour un fédéralisme dont il s'acharne à montrer en quoi il est ou il serait acceptable pour lui. Groulx est tout autant critique à l'égard du fédéralisme qu'il cherche une position constructive jouant les attitudes selon les groupes et selon les moments. Et jouant les attitudes non pas par opportunisme, mais je pense que, et je le sais dans la salle, il pourra toujours se lever s'il n'est pas d'accord, mais je pense qu'il y avait une position stratégique chez Groulx, une position généreuse qui faisait qu'il encourageait un indépendantisme chez les jeunes, hein, en le cadrant, en le limitant à certains moments, hein, pour avoir des garanties d'un fédéralisme à la hauteur de ce qu'il espérait être le fédéralisme. C'était un fédéralisme à la Bourassa. Il ne faut pas évacuer Bourassa trop vite chez Groulx, dans la mesure où c'était un fédéralisme fondé sur deux nations et sur l'autonomie des unités constituantes du fédéralisme. Cette idée des deux peuples fondateurs et de l'autonomie des provinces, c'est l'arc-boutant de son fédéralisme. C'est aussi un fédéralisme fait d'un nationalisme providentiel, donc religieux, hein, qu'il va hériter de Tardivelle,
dans sa jeunesse. Son indépendance, c'est l'indépendance du Canada français. Groulx ne parle pas d'indépendance du Québec. Il parle du Canada français dans un Canada oriental, en général. Bon. Pour lui, 1867 n'a simplement pas encore donné ses possibilités. Il faisait de la province de Québec un État pratiquement autonome et il ne s'agissait que de continuer à mener une lutte pour la conquête de nos droits nationaux. Et Groulx va, dès 1917, en 1922, avec la fameuse enquête de l'Action française, en 1927, il va se montrer très critique à l'égard du cadre fédéral, mais il dira toujours, y compris dans son fameux discours de 1936, que cet État français que nous aurons, qu'on le veuille ou pas, ben pour l'avoir, cet État, il n'y a pas un iota à changer aux constitutions qui nous régissent. Donc, la citation revient de façon constante dans ses écrits sur cette idée que c'est un État dans la Confédération. Parfois, il va dire hors de la Confédération, justement pour titiller les fédéralistes et les obliger à construire ce fédéralisme avec lequel il est d'accord. Il fait une promotion conditionnelle de l'indépendantisme auprès de la jeunesse dès 1905, et on peut dire que l'essentiel de sa conception de l'indépendantisme est formulé avant son fameux discours de 1936, là, l'État français, nous l'aurons. C'est un point d'orgue, cette affirmation, au moment où Groulx commence à connaître son déclin. Et donc, dès 1905, il annonce dans son manuel d'histoire du Canada, qui est resté manuscrit, mais la formulation de l'idée est là dès 1905. Mais c'est surtout dans les années 30, avec le groupe de la revue Vivre à Québec et la revue La Nation, le journal La Nation, à Québec à nouveau, c'est surtout là qu'il va encourager les jeunes à tenir la dragée haute, comme on dit, à tenir un discours indépendantiste. Mais il les encourage toujours à deux conditions, pas toujours formulées à ces gens, mais formulées à des correspondants de Groulx. Deux conditions, surveiller la valeur religieuse de leur nationalisme, et dans le cas de Vivre, et dans le cas de la Nation, il dit à Chaloux que ce sont souvent des esprits un peu trop libres. Et il dira à Bouchard de la Nation qu'il ne faut pas aller plus loin que l'autonomisme. Si bien que Bouchard et la Nation, qui sont partis pour être logiques avec eux et aller au bout de leur indépendantisme, il leur dit moment de pause, moment de recul, limitons-nous à revendiquer l'autonomisme, l'autonomie des provinces dans la fédération. Et c'est ce discours que M. Duplessis, aux grandes dames de l'abbé, va reprendre. Donc, il dira carrément à Monseigneur Villeneuve qu'il aura fait à l'égard de Vivre et de la Nation les réserves opportunes. Et là, cela cadre, pour moi, cela cadre tout à fait avec la pensée globale de Groulx. Pour moi, il ne s'agit pas de vouloir qu'il ait été indépendantiste ou de vouloir qu'il ait été fédéraliste.
Hein? Monsieur Groulx, si vous êtes dans la salle, dites-moi que vous êtes d'accord pour penser que vous avez écrit, pensé, parlé dans une dialectique où un fédéralisme renouvelé pouvait être assuré par une promotion de l'indépendantisme auprès des mouvements de jeunesse, auprès des jeunes. Et il y a beaucoup d'occasions où Groulx lui-même précise son non-séparatisme. Hein? Quand il dit aux gens de la nation qu'il ne s'agit pas de provoquer la dislocation, hein, qu'il avait pourtant présumée en 1917, en 1922, pardon, dans son enquête, il s'agit de constituer un État français dans la Confédération et hors de la Confédération, si nécessaire. Pardon. Et vous retrouvez là le leitmotiv de Daniel Johnson père, qui en 1966 hein, va reprendre cette idée-là de Groulx, à savoir que si le Québec, si l'indépendance est pour se faire, ce sera hors de la Confédération ou dans la Confédération. Évidemment, le mot indépendance trouve des acceptions différentes selon les scénarios. Et quand il parle à comment s'appelle le directeur de l'Alliance Laurentienne? Quand il parle à M. Barbeau en 61, dans le journal, quand il écrit dans la Laurentie de M. Barbeau, hein, il dit bien « Je ne suis pas séparatiste ». Mais typiquement, n'est-ce pas, M. l'abbé, vous leur avez dit « Je ne jette pas pour autant la pierre à ceux qui le sont ». Vous voyez toujours cet accélérateur et ce frein, mais toujours pour mener la voiture dans un fédéralisme renouvelé. Alors, 5 minutes, j'en ai trop. Alors, quelques mots pour dire combien, dans les années 50, dans l'après-guerre, Groulx est fort déçu de l'orientation de la jeunesse, hein, de l'orientation du nationalisme, et non pas simplement du nationalisme du RIN, par exemple, mais du nationalisme aussi des historiens. Et puisque nous parlons aujourd'hui de Maurice Séguin, je ne peux pas ne pas mentionner que Groulx était clairement en désaccord avoué avec eux-mêmes, avec ces jeunes disciples, plus ou moins disciples, il faut bien le dire. Hein? Il écrit à Michel Brunet « Leur thèse sur la conquête, se refouler qui ne pourra jamais secréter qu'un pessimisme foncier et total. Hein? » Cette idée de la médiocrité à laquelle Séguin référait, médiocrité voulant dire le milieu, hein? Le milieu étant une société suffisamment forte pour survivre dans la Confédération, mais pas suffisamment forte pour affirmer son indépendance. Cela ne pouvait... C'est la source de la perception du pessimisme que l'on voyait chez Séguin. Et puis, il dira, l'heure, en 59, il dira, « L'heure est au noir. » Et là, je le cite, « À l'heure de la philosophie noire, du roman noir, de la poésie noire, de l'histoire noire. » Alors, voilà, je pense que j'ai 15 minutes m'ont suffi, Monsieur l'abbé,
pour essayer d'avoir été honnête à votre égard. J'espère l'avoir été. Vous pourrez lire mon texte attentivement pour vous convaincre de la vérité de ma position si jamais vous en doutez un peu, beaucoup, extrêmement. Merci. Voilà. Alors, tel qu'annoncé, je vais recevoir 2 questions maintenant. S'il vous plaît, gardez vos autres questions pour le débat général de la fin. Il y a 2 auditoires ici. Je voudrais juste, alors, monsieur, et ensuite, y a-t-il quelqu'un ici? Je n'en vois pas. Quelqu'un d'autre de ce côté-ci? Monsieur. Alors, allez-y. Merci beaucoup de votre présentation. Je dirais que M. Groulx me fait penser au début du siècle dernier à mes grands-parents et mes oncles dans le nord-ouest de l'Ontario qui étaient membres de la Patente. Ma question, c'est quel était le rôle de M. Groulx dans l'inspiration de la Patente ou lors de Jacques Cartier? Je ne le sais pas. Voilà. À vous, monsieur. La brièveté va être ma qualité. Non, honnêtement, je pourrais m'interroger en public, mais ce ne serait que je ne connais pas. C'est secret. Non, c'est ça. Quand on ne sait pas, ça sert à rien de surfer, patente. on ne sait pas. Très bien. À vous, monsieur. Pour alimenter la discussion avec tous les panélistes, je connaissais, parce que ça remonte assez loin, un pays qui s'appelle la Suisse. Et moi, je n'étais pas suisse. Et par contre, je traversais souvent la frontière. Et de l'autre côté, vu que c'était suisse-italienne, ben, on parlait italien, point final. Puis, je n'avais jamais connu le gouvernement fédéral suisse. Jusqu'au jour où j'ai eu un accident de la circulation qui a mis mon véhicule complètement à la casse. Et étant donné qu'il était un véhicule immatriculé dans un pays étranger, j'ai eu affaire au gouvernement fédéral suisse. À part ça, je ne l'ai jamais vu, même si j'ai traversé la frontière, donc les douaniers étaient probablement du gouvernement fédéral, mais jamais j'ai senti cette présence dominante que le gouvernement fédéral canadien impose partout. Alors, c'était juste une idée. Très bien. Merci. Alors, je vais prendre prétexte de votre métaphore pour en véhiculer une qui se rapporte à Groulx. Oui. En un sens, Groulx a vu, lui, le fédéralisme et il le voyait dans des députés qui circulaient d'Ottawa à Montréal et au Québec en train. Hein. Et pour lui, ce fédéralisme insatisfaisant, déplorable, était pour une bonne part dû à la faiblesse de la représentation fédérale au Québec. Selon lui, si il s'était trouvé des députés québécois au gouvernement d'Ottawa qui se soient tenus debout et qui auraient joué l'idée des 2 nations et de l'autonomie maximale des provinces dans la fédération, c'est ce fédéralisme-là que ces voyageurs, si je peux dire, hein, auraient incarné et qui était le fédéralisme acceptable pour l'abbé Groulx. Merci bien. Parfait. Merci. Nous allons maintenant entendre une conférence écrite par M. Bruno Deshaies, ici présent, à côté de moi, qui d'ailleurs a parlé hier soir dans la séance d'ouverture, mais qui a des problèmes visuels. Alors, ce sera M. François Robichaud qui lira son texte.
Je vais présenter M. Deshaies et puis il a demandé à prendre lui-même la parole pendant 1 minute et ensuite il sera suivi par M. Robichaud. Vous pouvez lire le texte ici si vous le choisissez. Voilà, M. Deshaies est l'auteur du site Internet Le Rond-Point des sciences humaines. Donc, où il consacre une place importante à la pensée de Maurice Séguin, à son apport à l'histoire des deux Canada, le Canada-nation versus le Canada-province. Il a préparé une édition savante des normes, le livre dont M. Lamarre tout à l'heure nous a parlé, Les normes de Maurice Séguin, qu'il a terminé en 2013. Cet ouvrage fait partie intégrante de l'explication historique, synthèse de l'évolution des deux Canadas. L'histoire de deux nationalismes au Canada a été éditée par ses soins chez Guérin en 1997 et cela est un lieu où on nous révèle le style et le ton du discours séguiniste. En 1992, aux éditions Beauchemin, il fait paraître une préface d'Albert Jacquard, avec une préface d'Albert Jacquard, un livre sur la méthodologie de la recherche en sciences humaines, qui est plus tard traduit en portugais. Monsieur Deshaies a été responsable des unités d'enseignement à l'intérieur de la fonction publique. Il a donc un point de vue pédagogique important, un souci pédagogique. Et depuis, entre 1999 et 2017, il a été chroniqueur sur le site de Vigile Québec, où il a pu diffuser l'essentiel de la pensée de Maurice Séguin. Bonjour à tous et à toutes. J'ai remarqué que les deux conférenciers qui m'ont précédé m'incitent à dire que nous avons un besoin essentiel d'une édition savante des normes de Maurice Séguin. Je pense que la collectivité nationale québécoise a le droit d'accéder à la source des connaissances relatives à une approche universelle de l'histoire, et Maurice Séguin, il l'a fait dans les normes. Les 10 chapitres de cette édition savante peuvent le démontrer assez facilement, à condition d'avoir le courage qu'une élite puisse lire et permettre que la chose soit éditée. Et si tel est le cas, je pense qu'on pourra peut-être commencer un processus, entre guillemets, révolutionnaire, dans le sens qu'une constitution, quand on la change, c'est pas facile. Alors, je vous remercie. Je laisse à mon collaborateur François Robichaud le soin de lire ma communication, parce que je ne suis pas dans des conditions physiques pour lire ma communication. Je vous remercie. Bonjour, je suis François Robichaud. J'ai étudié avec Maurice Séguin après le référendum de 80, donc au printemps 81. Après ça, j'ai suivi l'enseignement d'André Lefebvre. C'est André Lefebvre qui m'a remis le tapuscrit des normes à une époque où ce n'était pas publié. Enfin, c'est André Lefebvre qui m'avait offert au lancement du livre « L'histoire des deux nationalismes au Canada », mon exemplaire. Je n'ai jamais pu lui remettre. Alors, sur ce, le sujet de M. Deshaies, c'est le suivant. Qu'est-ce que la grande histoire? Position de Maurice Séguin. Ce problème de rupture entre Maurice Séguin et Lionel Groulx me laisse dans l'embarras, dit M. Deshaies. Je n'ai pas le sentiment que Séguin désirait se mettre en rupture avec l'abbé Groulx, ni avec quelqu'un d'autre. Toutefois, je vois ici deux individus qui cherchent à s'expliquer leur passé pour mieux choisir leur avenir collectif. Sur ce plan, ces deux Canadiens français auraient suivi le même cheminement hérité du passé. Mais du passé, que faut-il en faire? Cette question m'a entraîné préalablement à une mise en garde d'ordre général concernant le phénomène de la transmission culturelle. À cet égard, Maurice Séguin a posé le problème à partir de la notion de culture progressive. On en a parlé tantôt. Dans les normes, il expose son point de vue sur le rôle de la volonté
et de l'intelligence dans l'élaboration et la transmission de la culture. Il s'explique. Dans les normes, dans l'élaboration et la transmission de la culture, le rôle primordial semble revenir à la vie et un rôle secondaire à la recherche et à l'enseignement. La vie, la recherche et l'enseignement. Puis il précise et ajoute cette nuance. Incapable d'arrêter ce mouvement général, la volonté et l'intelligence paraissent ici avoir plus de liberté qu'ailleurs pour intervenir. Mais les démarrages et les résultats sérieux exigent du temps. Donc, pour reprendre, il est conscient que les pressions de la vie passée s'exercent sur la vie présente, qui à son tour peut entraîner l'individu en vue de la vie qui vient. Séguin présente plusieurs facteurs en interaction qui affectent l'élaboration et la transmission de la culture. Il insiste sur le rôle primordial qui semble revenir à la vie. Il en est de même pour la collectivité. Citation, « Chaque collectivité possède donc sa culture, plus ou moins avancée, fruit de sa propre expérience, compte tenu des influences étrangères, et plus ou moins assimilée. » Sur quoi comparer les deux hommes maintenant? Devant le rapport de Maurice Séguin envers Lionel Groulx, Maurice Groulx, intéressant comme chiasme. Mon premier réflexe fut de comparer ces historiens en tant qu'individus. J'ai pu constater que le premier trait est le suivant, Maurice Séguin, c'est un laïc et un vrai laïc, alors que Lionel Groulx, c'est un clerc et même un clerc fervent. Pourtant, ils appartiennent à la même tradition et à la même culture classique. Aussi, ce sont deux historiens qui désirent comprendre la réalité de leur propre trajectoire personnelle comme membres d'une collectivité nationale canadienne-française de leur époque, qui vit dans un deuxième Canada, l'Amérique du Nord britannique, à savoir une colonie anglaise, consécutive à la défaite fondamentale de la colonisation française. Méditez le sens du mot « défaite » ici, c'est se défaire. De la colonisation française, qui est ce premier passé qui les a fait naître. Alors, ces deux historiens savent qu'ils habitent un Canada issu d'une colonie de la France, en Nouvelle-France. Ils savent également qu'ils vivent dans un autre Canada, un second Canada, consécutif à la cession de la colonie française à l'Angleterre. Dorénavant, c'est Londres qui gouverne politiquement l'ex-colonie française. Et pour les Canadiens, du temps qu'ils étaient les seuls à s'appeler Canadiens, les liens sont rompus avec la France. Passons maintenant au premier cours d'histoire du Canada de Maurice Séguin. Bon, nous savons que ce jeune professeur d'histoire du Collège Sainte-Marie avait déjà constaté la lenteur de la colonisation française en Nouvelle-France et la chute brutale en 1760 par la perte de sa mère patrie et de sa métropole naturelle, de ce Canada français. Il présente schématiquement l'évolution de la colonisation française entre 1532 et 1760. Ce document, qui date de 1944, j'ai la référence, vous pouvez le consulter en ligne, allez au rond-point des sciences humaines. Ça illustre, ce graphique, la longue période de 225 ans, depuis Jacques Cartier et jusqu'à l'écroulement. N'est-ce pas un mot très juste pour caractériser la fin du Canada français? En effet, ça met un terme à la colonisation française. Bref, à 26 ans, Maurice Séguin démontre déjà son esprit de synthèse. 2 ans plus tard, il dépose sa thèse de doctorat. Alors, sa première épreuve, la soutenance de la thèse. Bon, la distance entre Groulx et Séguin débute en 1946 avec la présentation des résultats de ses recherches au doctorat. C'est la première thèse déposée en 1946 à l'Institut d'histoire, la première. Et cette thèse soulève des problèmes. Il y a eu des tractations à l'interne entre les membres du jury, la faculté des lettres, ça retarde l'adoption immédiate. Mais finalement, au mois d'avril 1947, Maurice Séguin reçoit son grade de doctorat en histoire du Canada, malgré les divergences de point de vue.
Et ce serait grâce à l'appui de l'abbé Groulx qu'il l'obtient. En plus, l'abbé le défendra pour que Séguin occupe le poste de professeur d'histoire du régime britannique au Canada. Pour sa part, Guy Frégault lui demandera la publication d'un article sur sa thèse pour la revue L'Action nationale, ce qu'il a fait. Bon, au sujet de cette controverse, Maurice Séguin a répété plusieurs fois qu'il devait au chanoine Groulx son poste de professeur au département et qu'il n'avait rien d'autre à dire. Il s'est donc consacré à l'explication historique, synthèse de l'évolution politique et économique des deux Canada. Ce qu'il avait en tête visait à marquer les répercussions les plus générales de l'histoire politique sur l'évolution économique et culturelle des deux Canada, sans sous-estimer les liens avec la grande histoire politique et la grande histoire sociale. Alors, voilà pour la première épreuve. La deuxième épreuve, Maurice Séguin, conférencier à la chaire de civilisation canadienne-française. L'événement s'est produit en septembre 1953. À l'invitation de l'abbé Groulx et d'Esdras Mainville, Séguin accepte d'assumer les conférences publiques de la chaire de civilisation canadienne-française pour la période du régime britannique de l'histoire du Canada. Les conférences étaient données les lundis soirs dans le grand amphithéâtre du pavillon central de l'Université de Montréal. Groulx et Mainville étaient présents, ainsi que des personnalités religieuses et autres personnes de l'élite canadienne-française. Un public nombreux était aussi présent. Séguin a fait une première présentation le 21 septembre 1953, l'équinoxe, puis une seconde le 28 septembre à raison de 2 cours par soir. Pour chacune de ces conférences, Maurice Séguin avait remis un résumé des cours sous le titre qui suit « Évolution économique et sociale et politique du Canada français 1760 à nos jours ». Pour la première soirée, Séguin déclare « Dans le processus de la formation d'une nation par la colonisation, la métropole joue un rôle dont on ne saurait exagérer l'importance. » Et pour la seconde soirée, il déclare en conclusion « En 1763, année de la cession à l'Angleterre du Canada français, en 1763, on avait temporairement oublié qu'il y avait des Canadiens. En effet, en 1963, c'est également la proclamation royale où il n'y a aucune mention du peuplement français sur le territoire. En 1774, on a voulu ignorer qu'il commençait à y avoir des Canadians. Donc, en 1963, on oublie qu'il y a des Canadiens, puis en 1774, avec la loi constitutionnelle de Québec, l'acte de Québec, pour prendre l'anglicisme, là, on oublie qu'il y a des Canadians, à savoir des colons britanniques qui commencent déjà à prendre conscience d'eux-mêmes dans la basse vallée du Saint-Laurent. Donc, ces 4 cours annonçaient les normes qu'il formulerait définitivement une douzaine d'années plus tard. Donc, déjà, il commence à mettre en œuvre une connaissance historique contrôlée par des normes explicites qui visent les fondements de la grande histoire des deux Canada. Ici, les normes, c'est un instrument de mesure pour voir si c'est d'aplomb. Et M. Déhay le dit qu'il a assisté personnellement à ces 2 conférences du lundi de Maurice Séguin. Et les résumés de ces conférences se trouvent encore une fois sur le site du Rond-Point des sciences humaines. Les références vous seront données plus tard. Bon, coup de théâtre, le public a appris que les conférences du professeur Séguin sont interrompues pour cause de maladie. Et c'est Michel Brunet qui nous a appris plus tard qu'il s'interrogeait lui-même au sujet de cette maladie. Alors c'est Guy Frégault qui a été invité à le remplacer pour offrir des cours sur la littérature canadienne-française. Mais Maurice Séguin ne baisse pas les bras, malgré ses épreuves. De son expérience de professeur d'histoire depuis 1944, il continue à approfondir toute une façon de penser l'histoire contrôlée par des normes, de préférence des normes qui sont explicitées, des postulats qui sont explicités si le récit l'exige. Il n'y a pas que les événements qu'il faut décrire, il faut surtout comprendre et expliquer les grands phénomènes primordiaux historiques.
Et c'est pourquoi Séguin va peaufiner méthodiquement les premières ébauches des normes. Dès les années 50, il a surtout travaillé sur le phénomène de la colonisation, qui se trouve à être le dernier chapitre des normes qui ont été éditées, mais ça remonte aux années 50. Et puis, il a achevé les chapitres de ces normes en y ajoutant, vers 64-65, un chapitre intitulé « Le national et le social », qui manquait pour compléter le chapitre central, où il traitait de la sociologie du national. Troisième épreuve. 1956, communication devant la Société historique du Canada à Montréal, Canadian Royal Historical Society, au mois de juin 1956. Les deux grands thèmes du résumé de Maurice Séguin de sa communication sont les suivants. La notion d'indépendance dans l'histoire du Canada. Le concept d'indépendance d'une collectivité, et d'un. Et deuxièmement, la courbe historique de l'indépendance des deux Canadas. Et c'est un journaliste anonyme de la presse qui a donné un compte-rendu détaillé de sa communication qui est vraiment remarquable. Le problème fondamental concerne le fait, ici, d'une colonie française annexée à une Amérique anglaise, annexée, politiquement subordonnée à une Amérique anglaise. Alors, comment, pour une collectivité de nationalité française, faut-il concevoir cette transformation? Ou encore, à quel essor la société canadienne de la Nouvelle-France peut-elle s'attendre sous une occupation britannique? Alors, voici la synthèse des répercussions globales pour la nation québécoise, qu'on appelle québécoise aujourd'hui, canadienne française, et puis canadienne bien avant. La synthèse. Vous avez en Amérique du Nord deux nations anglaises, l'Amérique du Nord britannique, soi-disant Canada, et les États-Unis, et une province française, ou plus exactement, une province semi-française. Vous avez un peuple, non pas majoritaire, un peuple majeur, indépendant, et un peuple mineur, annexé. Hein? Majeur, mineur. Vous avez enfin le drame de deux choses impossibles, deux impossibles et l'inévitable survivance. Impossible, l'indépendance est impossible dans ce cadre-là. Et la disparition est également impossible dans ce cadre-là. L'historien Séguin fonde cette conclusion sur l'idée qu'il se fait de la grande histoire. Et il nous prévient, ce genre d'histoire peut avoir l'inconvénient de paraître abstrait, cérébral. Ceci dit, il connaissait ses adversaires. Voyons maintenant en 1962 à la télévision. À l'émission Conférence de Radio-Canada, début 1962, Maurice Séguin expose librement son approche de la grande histoire des deux Canadas sous le titre suivant « Genèse et historique de l'idée séparatiste au Québec ». Je cite, « Dans l'optique indépendantiste, la situation du Canada dans l'Empire français se trouve non pas idéalisée, mais revalorisée, car c'est la seule période de son histoire où le séparatisme s'enracine dans la réalité. Pendant plus de 100 ans, les Canadiens d'origine française vivent seuls, dans un État séparé, dont ils sont le peuple. » D'entrée de jeu, il pose le problème clairement, fédéralisme et indépendantisme. Il va ensuite détailler quelles sont les attitudes des esprits devant le sens à donner à l'histoire du Canada français, mais je vais vous référer tout simplement au début de sa présentation sur l'idée de genèse et historique de l'idée d'indépendance au Québec. Et je conclurai avec cette citation. « L'annexion politique dans une économie moderne et dynamique entraîne inévitablement la subordination économique. » OK? Le politique entraîne, subordination politique entraîne subordination économique entraîne subordination culturelle. Tout ça, ça s'enchaîne, c'est un cercle vicieux.
L'infériorité politique, l'infériorité économique se conjuguent en s'aggravant. La culture elle-même, au sens le plus général du terme, est fortement perturbée, au point qu'on ne peut même pas parler pour le peuple minoritaire de véritable autonomie culturelle. Pour cette école indépendantiste, l'indépendance complète est absolument nécessaire. Elle est à rechercher en elle-même comme un bien, c'est un bien en soi. Et elle est considérée comme un moyen irremplaçable pour assurer une maîtrise suffisante de sa vie économique et culturelle. Okay. Merci. Donc, merci au tandem de M. Deshaies et de M. Robichaud. J'accepterai ici aussi 2 questions, s'il vous plaît, pour le moment. Je reste à ma place? Okay. Oui. Moi, je voulais savoir, là, comme les historiens, je trouvais ça intéressant qu'on nous informe là-dessus. Comment est-ce qu'on est passé du grand dessein d'Henri IV, le roi de France, qui avait un grand dessein, semble-t-il, avec Élisabeth I. Comment on est passé de ce grand dessein-là à la grande histoire de Maurice Séguin? J'aimerais ça qu'on voit les impacts, les problèmes internationaux qui se jouaient au moment où on était isolé de la France ici, puis qu'on était sous le joug de l'Angleterre, parce que ça serait important, ça pourrait convaincre les Québécois de s'intéresser à leur histoire. Donc, je voudrais juste mentionner que je pense que Henri IV, j'ai vu ça sur Internet, moi je google beaucoup, et il aurait utilisé le mot confédération au moment où Henri IV existait, le roi Henri IV. Puis il avait l'intention d'en faire une avec la reine d'Angleterre de l'époque. Je pense que c'était Élisabeth I, mais corrigez-moi si je me trompe. Comment on est passé de ça à se faire dominer pendant autant de siècles, puis à n'être que l'histoire, la grande histoire de Maurice Séguin. Merci. Alors, la manière dont je répondrai à votre question serait la suivante. Les explorations à partir de la Renaissance commencent et l'Amérique fait parmi des terres à explorer, ce qui fait qu'il y a des nations en Europe qui décident d'explorer ce continent atlantique et à l'ouest. Et là, nous sommes en présence de l'affrontement entre 2 colonisations de peuplement. La colonisation anglaise et la colonisation française. Ces 2 colonisations ont entraîné un développement à l'intérieur des 13 colonies ainsi qu'en Nouvelle-France à partir de sa base au Canada, dans la vallée du Saint-Laurent. Il était inévitable à un moment donné, compte tenu du rôle des métropoles, qui voulaient conquérir des territoires, s'installer, peu importe les raisons qui ont amené des gens à immigrer, que ce soit des protestants qui étaient contre les anglicans, etc., je dirais, on s'en fout. Ils partent de l'Angleterre, puis ils viennent dans les colonies américaines, puis ils ont de la difficulté à s'organiser dans les colonies américaines, tandis que le Canada, avec sa colonisation de peuplement, mieux structurée, mieux organisée, mieux hiérarchisée, est capable de tenir le coup pendant à peu près une 50aine d'années avant 1760, là, avant que finalement ce soit la défaite fondamentale. C'est un conflit entre 2 colonisations, c'est un conflit entre des nations européennes qui veulent le prestige international, et c'est l'Angleterre et les Américains, grâce à la métropole britannique, qui ont réussi à empêcher le développement d'un empire français en Amérique. Et là, on faisait des blagues au département d'histoire à l'époque. Bien, si l'Amérique française avait pu se répandre et résister, bien, probablement on aurait un peuple américain qui parle français. Ah oui. Très bien, merci. Il y a une autre question là-bas. Oui, monsieur. On a parlé de la situation des francophones en
prévoient de créer leur nation, plus ou moins qui n'est pas encore sous la France, et que la domination avec 1760 de l'Angleterre sur cette nation avec une culture différente, est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre cette même nation dominante et la culture en Inde, par exemple, où l'Angleterre a dominé sur le plan de est-ce qu'il y a une part de c'est intéressant, parallèle à ça. établir et qu'est-ce qu'il y a? Merci. Oui. Oui, là, on est. Bon, disons que pour l'Inde, c'est une métropole qui a une puissance énorme, qui est en mesure de s'imposer. Combien de temps, on le sait, ça s'est terminé, mais c'est la colonie, en fait, elle devient une colonie d'exploitation. Et il est impossible de penser à du peuplement. Tandis qu'en Amérique, on a un conflit entre deux colonisations de peuplement qui démarrent, dont l'une réussit à conquérir l'autre, la subordonner démographiquement dans l'Amérique du Nord britannique, dans laquelle les Canadiens de la Nouvelle-France sont en minorité, sauf que dans le processus de colonisation britannique, parce que les Américains avaient besoin de l'Angleterre pour se développer, ils allaient chercher des livres en Angleterre, ils faisaient le commerce avec l'Angleterre, ainsi de suite. Alors, il y avait une dynamique de ces 13 colonies, mais à un moment donné, la métropole devient insupportable pour eux. Elle devient tellement insupportable qu'ils vont faire une déclaration d'indépendance pour se libérer de leur métropole. Et Séguin, là-dessus, c'est le plus beau geste d'une colonie, c'est de mettre la métropole à la porte, mais sans toutefois la faire disparaître. Et c'est ce que les Américains ont fait. Évidemment, l'Angleterre était mal prise avec ça. Alors, elle a aidé le Canada anglais, qui est le deuxième Canada de l'Empire de l'Amérique du Nord britannique, dans lequel, dans cette Amérique anglaise numéro 2, nous sommes devenus une minorité mineure, puis l'autre, dans cette Amérique anglaise numéro 2, deviendra progressivement nation qui se libérera d'une autre façon que celle américaine, dans le giron du processus du Commonwealth britannique. Et ce n'est pas un accident que dans la sociologie du national au sujet du problème des relations internationales, Maurice Séguin consacre une page ou deux au processus du Commonwealth britannique à titre d'exemple d'une certaine réussite d'unité du monde anglo-saxon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension, mais ce n'est pas la même chose dans le cas de l'autre occupation, qui est vraiment une occupation de domination et qui ne pouvait pas persister indéfiniment. Merci, merci. Je dois donner l'espace à notre prochain communicateur. Daniel, oui. Est-ce que je pourrais mentionner en réponse à la question de Madame oui. que Michel Brunet a publié il y a 1 an un excellent bouquin sur le système colonial comparé de l'Angleterre et de la France au 18e siècle. Vous aurez deviné qu'il s'agit d'un autre Michel Brunet, mais le bouquin est tout à fait intéressant pour comparer les deux modes de colonisation français et britannique. Merci. Nous allons maintenant donner la parole au professeur Robert Comeau, qui est historien, enseignant et animateur culturel. Il obtient une licence en histoire en 1967 et une maîtrise en 1971 à l'Université de Montréal. Son mémoire de maîtrise, sous la direction de Maurice Séguin, portait sur les indépendantistes de 1936-1937. Il a participé à plusieurs publications, comme on le sait, en histoire ouvrière, politique, intellectuelle du Québec et particulièrement sur la question nationale. 2 publications sur l'œuvre de Maurice Séguin qu'il a toujours cherché à faire connaître.
Voilà. Ensuite, il a enseigné d'abord au collège Sainte-Marie, puis à l'UQAM, puis il a fondé la chaire Hector Fabre en histoire politique. Il a dirigé de nombreux étudiants au cycle supérieur, fondé la collection Études québécoises chez VLB et dirigé la revue Bulletin d'histoire politique, fondée en 92 pendant plus de 20 ans. Et il s'intéresse à une histoire intellectuelle de l'indépendantisme québécois qu'il a publié en collaboration en 2 volumes. Il fait des entretiens Radio Ville-Marie, ou peut-être vous l'entendez, avec des spécialistes du Québec depuis 8 ans. Il est actuellement président de la Société historique de Montréal. Voilà, à vous la parole. La critique de Groulx par Maurice Séguin. Alors, chers compatriotes, d'abord, vous me permettrez de lire parce que sinon je m'égare et vous m'excuserez s'il y a des répétitions. Je n'avais pas vu tous ces spécialistes avant moi. Donc, d'emblée, soulignons que nous n'avons pas eu souvent l'occasion de discuter de l'apport de l'historien Maurice Séguin à l'historiographie québécoise et de débattre de son rapport avec l'historien Lionel Groulx qui a dominé toute la première partie du 20e siècle. Okay. Charles-Philippe Courtois, dans sa récente biographie de Groulx, aborde secondairement la question de Maurice Séguin, son successeur à l'Université de Montréal, dans un chapitre intitulé « Rupture ». Rupture qu'il évoque, mais sans l'expliquer pour autant. C'est ce qui m'amène à ce sujet. Par ailleurs, dans un article paru dans l'Action nationale en 2017, le sociologue Mathieu Bock-Côté écrit que Séguin a moins rompu avec Groulx qu'il ne l'a radicalisé. Il existerait, selon lui, une plus grande continuité qu'on ne l'a traditionnellement reconnue entre le nationalisme de Groulx et celui des historiens de l'École de Montréal. Groulx et Séguin sont 2 penseurs de l'agir par soi collectif, nous dit Bock-Côté. Je tenterai de vous expliquer que si ces 2 historiens méritent tous les 2 notre admiration, leur interprétation respective de l'histoire canadienne et québécoise diffère considérablement. Il y a bien un changement de paradigme lié à l'époque. Bock-Côté néglige la part spécifique et théorique de Séguin. Groulx, un clerc né au 19e siècle d'origine rurale, Séguin, un urbain qui aborde l'analyse avec une approche non plus religieuse, mais s'appuyant sur des fondements laïques et scientifiques. Face au traditionnalisme, l'École de Montréal s'inscrivait dans la modernité. Dans un premier temps, donc, je présenterai la conception du nationalisme culturel de Groulx, sa conception de l'autonomie et de la souveraineté et son interprétation de quelques événements centraux de notre histoire. Je ne m'étendrai pas longtemps après l'exposé magistral d'une grande clarté que l'on vient d'entendre du professeur Yvan Lamonde. Donc, je suis dans le prolongement de son travail. Dans un deuxième temps, je montrerai comment Séguin critique radicalement les fondements du nationalisme autonomiste et culturel de Groulx qui s'appuie sur une conception fédéraliste qui se démarque d'un nationalisme indépendantiste. Donc, premier point, Groulx et l'autonomisme. Je reconnais le rôle exceptionnel joué par Groulx comme éveilleur national. Il est exact que Groulx a donné droit de cité au rêve de l'indépendance, particulièrement en 1921. Mais cela n'en fait pas pour autant un penseur indépendantiste, encore moins un séparatiste moderne, comme présenté dans la biographie en question. Car Groulx a toujours cru qu'un État français dans la Confédération possède l'autonomie politique suffisante pour parfaire son autonomie économique et culturelle. Aux instituteurs laïcs, le 5 décembre 1936, Groulx dira « Notez-le bien, je ne demande pas, comme le font quelques-uns de mes jeunes amis, de constituer cet État en dehors de la Confédération. Je demande la simple exécution du pacte de 1867. La réalisation de notre propre volonté d'il y a 69 ans. » Donc, on était d'accord avec ça, c'était notre projet. Et quand il lancera en 1936 l'État français, nous l'aurons, c'est toujours avec la mention « dans ou en dehors de la Confédération ». J'ai déploré que cette récente biographie hagiographique n'évoque pas sur cette question les nombreux travaux depuis ceux de Frégault, Pierre Trépanier, Michel Bock, Yvan Lamonde et combien d'autres qui montrent que Groulx n'était pas séparatiste.
La Monde en a fait la démonstration ici. En effet, La Monde a bien montré au chapitre du fédéralisme que Groulx affirmait dès 1917, après 60 ans de confédération, que le Québec était un État pratiquement autonome dans le Canada. Et je cite, « un pacte entre deux peuples ». Alors que c'est une loi du Parlement de Londres, comme le démontrera la Cour suprême en 82. Et là-dessus, René Lévesque, qui s'appuyait sur l'interprétation de Groulx, et je dirais l'interprétation erronée de Groulx, sera confronté à la dure réalité. Nous n'avions pas de droit de veto parce qu'il n'y avait pas de pacte. C'était une loi. On était une colonie et c'était une loi du Parlement de Londres. En 22, Groulx juge que la Confédération a échoué parce que le pacte a échoué. Il évoque la possibilité qu'un jour, si l'Empire s'écroule et que nous puissions peut-être un jour devenir indépendants, la Providence créant les conditions favorables. Ce séparatisme est conditionnel. Groulx a entretenu un idéal pour le jour où la Providence la rendra possible. Pareille attitude ne mobilise pas. Ne mobilise pas au combat. C'est une attitude attentiste. Cette attitude se maintiendra pendant un siècle. Le peuple doit attendre les conditions gagnantes. Alors, on l'a déjà entendu, c'est pas nouveau. Groulx repoussera toujours le moment de promouvoir l'indépendance du Québec, prétestant qu'il faut d'abord se préparer pendant quelques décennies en attendant qu'elle se fasse d'elle-même. On nage en plein idéalisme et pendant ce temps, on diffuse le credo national, ce mythe de l'égalité des deux peuples au sein du Canada. Cette pensée magique, cet irréalisme qui ne tient pas compte des rapports de force, ignore les intérêts de ceux qui ont conquis l'Amérique du Nord et veulent la coloniser et vont en fait lutter pour en faire un pays à leur image. Cet irréalisme suscitera des critiques, comme celle de Pierre Vadeboncoeur, qui mènera une charge contre notre psychologie collective et, je dirais, notre culture politique qui s'inscrit dans l'attente du sauveur, l'attente du chef charismatique, l'attente des conditions gagnantes et dans l'acceptation passive de notre situation politique. Obligés de lutter pour la survivance, nous reprenons les mêmes combats depuis plus de 100 ans. Le règlement 17, 1917, l'hôpital de Montfort, l'Université française d'Ontario. On est très patient. Après 100 ans, on continue toujours sans entrevoir de mettre fin à notre statut de minoritaire politique qui nous prive de moyens d'action. Ce nationalisme culturel mis en place après 1840, clérical et conservateur, défendait d'abord la religion et la langue. La culture avait comme seul objectif survivre. Séguin analysera à fond ce nationalisme culturel et cette illusion progressiste qui prennent forme avec Étienne Parent. Il y a 60 heures sur Étienne Parent. Il donnait un cours de 60 heures pour comprendre les débuts du fédéralisme. C'est assez extraordinaire, ça. Bon, je m'excuse, je ne veux pas sortir, je reprends donc. Et cette illusion progressiste qui prennent forme avec Étienne Parent et Louis H. Lafontaine, qui affirme, je cite, qui affirme leur égalité politique dès l'origine de l'union législative avec la majorité canadienne-anglaise. Le fait d'être gouverné par des représentants du peuple majoritaire, d'être mis en minorité politique, ne constitue pas pour Groulx un obstacle majeur. Groulx ne conteste jamais le partage des pouvoirs contenus dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Le Québec a suffisamment de pouvoir, croit-il, pour assurer son développement économique et culturel. Tout ce qui lui manque, ce sont des hommes politiques courageux, car pour lui, le mal est en nous. La mise en minorité politique ne constitue nullement pour lui une oppression permanente. Groulx sera toujours très explicite. Quand nous parlons en effet d'État français, nous n'exigeons par là nul bouleversement constitutionnel. Bon, je saute parce que vous l'avez fait. Groulx croit que l'injustice de 1840 a été corrigée par 1867, qui nous a accordé un gouvernement provincial pour nos affaires locales. Il y voit, je cite Groulx, c'est la résurrection politique, l'État de province autonome du Québec et de notre Canada français. Donc, il voyait vraiment comme un grand succès à ce chapitre, donc 1867. Bref, nous sommes déjà émancipés pour Groulx, puisque la langue française et la religion catholique semblent garanties. Groulx croit, sans aucun fondement, qu'il y a l'égalité juridique des deux nationalités devant la Constitution.
Après les envolées de 1921 et de 1937, Groulx devient encore plus clairement fédéraliste. Dans son Histoire du Canada français, en 60, il soulignera que la province de Québec est un État souverain nullement subordonné, et je cite, nullement subordonné à l'autorité centrale, aussi indépendant dans sa sphère que le pouvoir central peut l'être. Groulx a pris ses rêves pour la réalité, et cet enseignement ne fut pas sans conséquence pour le peuple québécois. J'ai étudié il y a 50 ans la correspondance de Groulx avec les séparatistes de 1936-37 du journal La Nation de Québec. Groulx refuse non seulement de les suivre sur le terrain de l'indépendance, mais les encourage à adopter sa position qui est celle de l'autonomie provinciale, qui ne remet pas en cause le statu quo politique. Et quand il souffle sur le mouvement séparatiste, c'est avec l'idée du bluff, de faire peur, d'exiger plus pour obtenir un peu plus d'autonomie, stratégie qui sera reprise jusqu'à René Lévesque. Groulx pense que si les élus canadiens-français se tiennent debout, l'Union fédérale nous rendra justice. Cette stratégie des nationalistes, autonomistes, conservateurs, qui n'a jamais tenu un langage clair sur la nécessité pour un peuple de se gouverner, a retardé, je pense, le mouvement de notre émancipation. Et je ne fais pas juste le penser, j'en suis convaincu. La critique de Maurice Séguin. Qu'est-ce qu'il disait Maurice Séguin à Groulx? C'est vrai qu'il ne voulait pas chicaner avec lui, il ne voulait pas polémiquer. Mais avant d'aborder sa grande histoire, comme l'exprimait Gilles Bourque, Séguin, donc, élabore une théorie, une sociologie du national, bon, on a tout vu ça, et pour rendre compte de la rupture que contribue à produire... je vais vous le dire. Séguin, donc, élabore une théorie, une sociologie du national qui contribuera de façon décisive à la réécriture de l'histoire du Québec et l'hégémonie d'une conception de l'historicité qui dominera dans toutes les sciences sociales des années 50 à la fin des années 70. Et pour rendre compte de la rupture que contribue à produire ces travaux en sciences sociales québécoises après la Deuxième Guerre mondiale, il importe de rendre compte de l'ensemble de l'architecture conceptuelle pensée dans les normes. Bref, il faut y revenir pour saisir sa conception de l'histoire, ce que Jean Lamar a bien décrit encore ce matin et dans ses publications. Pour Séguin, toute reconstruction historique est une interprétation, laquelle s'appuie sur des normes qu'il rend explicites. En les rendant explicites, il permet au lecteur de les critiquer. Séguin est très loin de la vision théologique de Groulx. Il se démarque de Groulx lorsqu'il écrit, je cite, que l'attitude de l'historien diffère de celle du moraliste, légiste ou théologien. Il prend la défense d'une histoire des structures aussi légitime que l'histoire événementielle. Bourque explique comment son approche normative de l'histoire est en nette rupture avec la problématique de la survivance. Son analyse, on l'a expliqué, s'inspire d'une approche structurale liée à l'interaction des trois facteurs, vous les connaissez. Bon, le remplacement constitue l'oppression, car il empêche la possibilité d'acquérir de l'expérience, de l'opportunité d'acquérir de l'initiative, de développer des habitudes d'agir et de penser. Dans la sociologie du national de Séguin, il est question du Québec et non du Canada français. Le Québec est analysé comme société globale. Le sujet national n'est plus la nation canadienne-française ou même la race canadienne-française, mais une société-nation, comme le rappelle Bourque. Chez Séguin, il s'agit plus d'expliquer jusqu'où et pourquoi notre peuple n'a pas la capacité d'agir par soi, comparant notre nation avec les modèles de nations indépendantes, les nations satellites, les nations annexées et les ex-nations assimilées. Ainsi, ce que fait Séguin, selon Gilles Bourque, c'est de procéder, je trouve ça très fort, procéder à la radioscopie la plus précise possible de son essence à la lumière de sa capacité à agir par soi. À ce titre, Maurice Séguin sera l'un des principaux fondateurs de ce que Bourque appelle l'historicité du manque. Pourquoi sommes-nous une nation handicapée? Quelles sont les causes de sa déficience? Qu'est-ce qui fait problème dans le développement normal du processus économique? On n'a pas de bourgeoisie. Pourquoi? Pourquoi ne participons-nous pas pleinement au concert des nations avec la possibilité de faire notre histoire en toute liberté et même de choisir nos monuments? Quand vous regardez Montréal, ce n'est pas tellement nos héros de notre nation. Alors, on n'est pas libre de faire l'histoire comme on voudrait la faire. Pourquoi acceptons-nous un statut de province, ce qu'il appelle une nation annexée? Séguin a été obsédé par ce manque constitutif de notre nation.
Il s'agit toujours de mesurer l'écart entièrement négatif entre ce qui fut l'histoire effective de la nation canadienne-française et celle qui aurait dû être. Ce qui faisait dire de Séguin qu'il était un pessimiste chronique. En fait, il expose lucidement la situation en travaillant à éveiller ses compatriotes à un combat de chaque jour et non à les conforter par des mythes consolateurs en les culpabilisant ensuite de se comporter en colonisés. D'ailleurs, Groulx disait même qu'on était un peuple de nouilles. Ça, là, je l'avais trouvé assez catch-up. Un peuple de nouilles. J'ai dit, franchement, chez Séguin, le problème ne réside pas dans le comportement des élites trop lâches ou du peuple trop mou ou pas assez nationaliste. Il n'est pas un moraliste comme Groulx. Séguin n'est pas non plus un déterministe. Il s'explique là-dessus dans ses normes. Il voit les rapports de force et de domination. Il a une approche dialectique. Il ne néglige jamais, pour comprendre un conflit, d'étudier les intérêts des classes dominantes des deux nations, analysant en profondeur, par exemple, les écrits des gouverneurs ou des enquêteurs britanniques comme Durham. Il a donné 90 heures sur Durham. C'était assez approfondi. Il étudiait aussi les porte-paroles des colonisateurs britanniques, comme Adam Thom. Et Séguin m'avait dit il y a 50 ans, publie donc Adam Thom. Mais là, je suis heureux de vous annoncer que les éditions Baraka vont sortir la traduction française des Anti-Gallic Letters, où là, les Britanniques disent exactement leur projet et comment le réaliser. Donc, pour Séguin, il est important de connaître ses adversaires. Il ne s'agit pas d'en rire ou de se moquer. Et ce qui compte pour Séguin, ce n'est pas que la volonté des acteurs dominés ou l'influence des grands hommes, mais davantage la structuration des rapports sociaux. Il y a chez Séguin une vision moderniste de l'histoire. Le mouvement révisionniste qui s'affirme après 1980 marginalisera à l'université l'enseignement de Séguin. À ce moment, la question nationale perdit de son intérêt au profit de l'histoire sociale, qui était tout un chantier neuf et important à développer. Puis l'intérêt se porta sur l'étude des identités multiples et la valorisation des groupes dominés. Je saute ce que... Pour moi, l'intervention de Séguin a été pour l'histoire du Québec aussi percutante que celle du refus global. Sa conception de l'histoire doit peu à ses proches collègues, encore moins à Groulx. Jean Lamar a raison de soutenir qu'on chercherait en vain une quelconque apport intellectuel de Groulx dans son cours intitulé « Les normes ». Une lecture attentive de ces normes montre qu'il se démarque de Groulx, clairement, mais sans le nommer. Séguin n'a jamais voulu affronter ouvertement, Groulx. Groulx voyait son jeune collègue indépendantiste, Séguin, comme son ennemi. Il était plutôt le critique radical d'une histoire idéaliste et foncièrement religieuse. Séguin a élaboré une interprétation matérialiste et scientifique dans ce nouveau contexte de la fin de la Deuxième Guerre. Les fondements du nationalisme religieux de Groulx ne répondaient plus à l'époque. En effet, au moment où Séguin a remplacé l'abbé Groulx à l'Université de Montréal, le monde avait changé. Une nouvelle élite tente de jeter un regard plus objectif sur le monde. Yvon Lamonde a très bien analysé dans ses ouvrages sur la modernité du Québec cette crise du nationalisme fondée sur la défense du catholicisme et de la patrie. Je termine, je vais essayer de sauter. Bon, ça va vite, là, je vois. Laissez-moi un petit... Et Séguin de conclure, les séparatistes de 22 attendent 4 ou 5 ans les désastres prédits. Mais comme l'Empire ne s'écroule pas, ils vont se faire une raison et ils vont retourner allègrement au bon vieux credo national qui est Québec, État français, quasi souverain dans la Confédération. Maurice Séguin analyse ensuite le courant des indépendantistes des années 36, 37, puis Séguin juge ces indépendantistes de 36 qui répondaient à ceux de 1922, les ex-séparatistes réconciliés avec la Confédération, et c'est clair qu'il visait Groulx à ce moment-là, qui s'était réconcilié. Donc, je vais vite. C'est dommage. Vous lirez sans doute ces textes-là. Dans ces normes, aux militants indépendantistes pressés, croyant plus utile d'escamoter certains faits accablants pour servir la cause, il lance « Même l'action sera mieux servie par la vérité ». À ceux qui l'accusent de pessimiste, il répondra qu'il ne faut pas craindre d'exposer l'entière vérité, l'exacte situation sans ménagement. Il diverge ici encore avec l'attitude de Groulx, qui voulait d'abord encourager la flamme nationaliste, éviter le découragement.
Séguin est convaincu que la vérité, même pénible, se révélera profitable. Il considérait qu'il fallait mener un travail de contestation systématique et constant des effets structurels du fédéralisme si on voulait s'extirper de notre situation anormale. Devant une perte irréparable, par exemple notre mise en minorité politique, refuser de voir clair, c'est se mettre dans l'impossibilité de comprendre d'une manière réaliste la situation actuelle. Les conséquences d'un pareil aveuglement, c'est d'accroître le danger de démission chez la masse en préparant un dur et tardif réveil. Après 50 ans, à voir l'attitude de certains dirigeants du PQ marginaliser les indépendantistes qualifiés de purs et durs, on a l'impression qu'il n'y a pas une urgente nécessité de faire l'indépendance et qu'on peut toujours attendre encore les conditions gagnantes. Les élus ne partagent plus ce sentiment d'urgence. On s'est détourné et enlisé dans la gestion des affaires provinciales, délaissant la raison première de la création de ce parti. L'indépendance n'est pas facultative ou quelque chose qu'un peuple peut mériter. C'est la base d'une société normale. Et je termine, s'il faut... Ah oui, juste celle-là est bonne. Séguin dénonçait l'utopie de la suffisante autonomie provinciale que la CAQ ressort aujourd'hui comme un nationaliste rassembleur, en laissant croire que l'indépendance, évidemment, ne pourra jamais gagner une majorité d'électeurs. Séguin dénonçait aussi l'utopie de la prometteuse école qui peut à elle seule transformer les structures économiques sans que l'État ne dispose d'une autonomie politique suffisante. Il s'en prenait aux provincialistes de ceux qui croient qu'une nation peut se développer et défendre son intérêt national en se contentant d'un statut de province. S'il faut reconnaître ce que nous devons à Groulx, nous ne devons pas ressusciter le grouxisme, mais en faire une analyse approfondie et surtout une critique radicale pour aller de l'avant. Merci. Merci. Il y a deux questions. Bien. Deux questions seront reçues. Oui. Et je vais répondre longuement. Ah! Oui, allez-y, madame. Il y a une thèse, je demandais, je ne sais pas si vous avez connaissance, il y a une thèse de doctorat en sciences religieuses qui a été écrite, produite et défendue à l'Université McGill au début du siècle, en 2004, 2005, quelque chose comme ça, par le professeur Norman Barnett, qui est d'origine américaine. Sa thèse en sciences religieuses avait pour objectif d'étudier l'origine du nationalisme de Lionel Groulx, donc s'est trouvé la racine dans la notion d'incarnation chez Lionel Groulx, qui était évidemment... la notion de peuple élu, hein? Pardon? La notion d'un peuple élu. C'est ça, l'incarnation, donc cette notion de peuple élu. Alors, il plaçait sa foi, lui, dans l'incarnation, qui est à l'origine du christianisme, donc l'origine divine, l'universalité, et en parallèle, le droit à une identité, à une appartenance solidaire, au service de l'égalité. Votre question, s'il vous plaît? Votre question? L'influence, est-ce que cette notion de l'attachement à cette notion d'incarnation peut avoir de l'influence sur toute notre vie sociale en donnant priorité à l'influence et plutôt qu'à l'importance, c'est-à-dire à la justice sociale qui en découle, et à l'influence plutôt qu'à la notion de l'importance du pouvoir et des attributs du pouvoir. Bon, si je connais bien cette thèse-là, c'était... d'ailleurs, il faisait ça à McGill. Il a perdu son poste à McGill en passant. Mais c'est certain que chez ça a eu un Groulx, évidemment, c'est la religion qui est l'aspect le principal de son engagement. Il ne serait même pas nationaliste s'il s'agissait d'un nationalisme outrancier. Il dit à un moment et quand arrivent les années, l'indépendantisme contemporain, puis il voit la tournure que ça prend, il n'est pas d'accord avec ça, puis il dit clairement, lui, c'était d'abord pour défendre le catholicisme, avoir un État français catholique et français, mais d'abord catholique. Alors là-dessus,
moi, je ne suis pas d'accord avec la thèse de Cornette, là, mais je pense que ça rejoignait l'idée un peu de Groulx, qu'une des missions des Canadiens français, on n'est pas fait pour manier juste s'occuper des affaires matérielles. Nous, on a une mission d'évangélisation. Groulx a fait un très bon livre sur le Canada missionnaire. Il a montré l'importance. Il n'y a pas un peuple qui a été aussi missionnaire que le peuple québécois. On a été partout dans le monde, du Japon, en Afrique, nommez-les. On a des communautés religieuses en nombre. Alors, Groulx, pour lui, c'était fort important. On avait comme une mission de répandre le catholicisme en Amérique du Nord. Et ça faisait partie du prolongement de son nationalisme, je dirais, à caractère religieux. Merci. Il y a ici une question du professeur Robichaud. Oui, j'ai remarqué que dans l'exposé, vous parlez d'une différence entre Groulx et Maurice Séguin. Là où je trouve que les deux hommes semblent se rejoindre, c'est lorsque Séguin, dans ses normes, élabore ce qu'il appelle la politique du possible. C'est-à-dire de parasiter de la manière la plus efficace, bref, d'être opportuniste et donc de faire flèche de tout bois. La seule différence que je vois entre les deux, c'est que Séguin, dans cette politique du possible, ajoute et faire comprendre et comprendre ce que c'est que l'indépendance sans se faire avoir. Oui, c'est très... Séguin insistait beaucoup pour dire, vous savez, c'est une chance historique d'avoir l'indépendance. C'est pas donné à tous les peuples. Il y a des milliers de peuples, c'est-à-dire des nations au sens culturel, qui aboutiront jamais là. Donc, l'expression, c'était toujours de dire que le normal est exceptionnel. La situation normale, ça serait d'être ça. Mais il dit, faut pas se leurrer, soyons réalistes, il y a très peu de peuples qui réussissent à aller jusque-là. Ça, c'est vrai. Mais celui qui était le plus pragmatique, c'est Michel Brunet. Lui, Michel Brunet prenait le petit bout, puis lui, il voulait vraiment être dans l'autonomie. Il disait, il faut embarquer dans les combats de chaque jour, aller chercher les morceaux d'autonomie qu'on peut prendre. Il a écrit des mémoires à la Société Saint-Jean-Baptiste en 54, en 64. Lui, il s'impliquait dans la politique active. Alors que Séguin restait un peu en retrait. Moi, je me souviens, je suivais ses cours, puis il montrait plutôt la revue Révolution québécoise. Il disait, eux autres, ils veulent l'indépendance. Séguin était beaucoup plus radical que Michel Brunet. Michel Brunet, on le sait, il souhaitait devenir le ministre de l'Éducation dans l'Union nationale. Évidemment, ça n'a jamais marché, mais c'était un peu c'était un autonomiste. C'est drôle parce que pour moi, Séguin, quand on lui parlait de Brunet, il me disait « Oui, mais revenez à mes thèses. » Il considérait que le mot « École de Montréal » ne rendait pas toujours justice à la pensée de Séguin. Il y en a qui tiraient ça un peu, le côté pragmatique. Et je dirais que Brunet, moi, je n'ai jamais été un brunettiste, là, mais des fois, je voyais des contradictions. Séguin disait « Oui, mais Séguin, il restait à un niveau peut-être théorique, alors que Brunet voulait faire des applications. » Merci. Oui, mais je ne prends que 2 questions et il y a un espace à la fin pour ressusciter toutes les questions sur tous les orateurs. Alors, je vous présente monsieur le professeur Félix Bouvier, qui est enseignant d'histoire nationale de carrière. Il est depuis 2005 historien et didacticien des sciences humaines à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses recherches et ses écrits, tant en sciences de l'éducation qu'en histoire, sont nombreux. Il est vice-président de la Société des professeurs d'histoire du Québec depuis 2007. Et ici, quelque chose du domaine de l'action. Il a initié et contribué directement depuis 2006 au plus important débat de l'histoire, de l'enseignement de l'histoire au Québec, ce qui a mené en 2017 à l'avènement du programme Histoire du Québec et du Canada au niveau secondaire. Voilà, je vous remercie. Monsieur Bouvier. Alors, bonjour. Au départ, je vais paraphraser celui qui est un de mes maîtres, Robert Comeau, en vous disant que je vais répéter plusieurs des thèmes dont j'avais entendu parler depuis ce matin, d'une part, et que je vais lire mon texte pour les mêmes raisons que lui. En partant, j'aimerais remercier Michel Allard qui m'a fourni un résumé critique de l'excellent ouvrage de Jean Lamar, Le devenir de la nation québécoise. Et ce texte est à 99% et plus de ma main, mais Michel l'endosse et je le remercie pour ça aussi. Alors voilà, de Lionel Groulx à Maurice Séguin et à l'École de Montréal, une nécessaire filiation. Bon, ça va différer un peu avec des choses que vous avez entendues tantôt. Le titre même de l'excellente biographie de Charles-Philippe Courtois sur Lionel Groulx, le penseur le plus influent de l'histoire du Québec, évoque avec justesse combien ce dernier a une place importante dans l'historiographie québécoise.
Toujours en 2018, une autre biographie probante est parue, cette fois de Damien-Claude Bélanger sur Thomas Chapelle. Entre autres, le loyalisme et le bonententisme avec le Canada anglais dont faisait preuve Chapelle mettent en évidence le rôle majeur d'éveilleur et de bâtisseur de fierté nationale qui est celui de Groulx au moment de son émergence au début du 20e siècle et par la suite, pendant 2 bonnes générations en particulier jusqu'aux années 1940. Au tournant des années 50, Maurice Séguin, Guy Frégault et Michel Brunet, protégés et disciples de Groulx au départ, apparaissent dans le paysage des historiens canadiens-français, disait-on encore, ou québécois marquants de notre panthéon nationaliste. Ils formeront ce que l'on identifie comme l'École de Montréal, alors en opposition idéologique avec l'École de Québec, d'obédience bonententiste, héritière de Chapelle et d'Arthur Maheu, qui, comme Groulx à l'Université de Montréal, fonde en 1947 un département d'histoire à l'Université Laval. L'objet de cette communication est de réfléchir et chercher à mettre en lumière des fils conducteurs importants qui tissent les tenants et aboutissants de l'historiographie nationaliste. Pour ce faire, nous jetterons un œil et analyserons d'abord quelques fondements de la pensée de Lionel Groulx. L'intellectuel est donc l'historien de loin le plus prolifique de notre histoire, en cherchant ensuite à mettre en lumière l'affiliation qui en découle avec la pensée souvent définie comme néo-nationaliste de Frégault et Brunet, puis surtout de Maurice Séguin, le penseur et théoricien du trio, a-t-on souvent répété. Le nationaliste canadien devenu canadien-français de Lionel Groulx. Voilà. Lionel Groulx est un précurseur chez les historiens quant à la posture idéologique nationaliste menant à l'indépendantisme québécois, si l'on tient compte évidemment ce chapitre du travail indispensable de défricheur de François-Xavier Garneau quelques décennies auparavant. Groulx est aussi, en 1915, le premier professeur d'histoire du Canada à l'Université Laval de Montréal. Dès 1918, il écrit à ce sujet de l'indépendantisme, c'est lui qui parle, « Nous occupons un imprenable pied-à-terre dans la province de Québec. Nous occupons un territoire qui a l'unité géographique. Nous avons toutes les ressources qui assurent la force et l'indépendance d'une nation. » Dès après la Première Guerre mondiale, donc, Lionel Groulx, dans un contexte où le loyalisme et le bonententisme en découlant sont encore dominants chez les élites canadiennes-françaises, met de l'avant une théorisation de l'indépendantisme où la conquête de 1760 prend jusqu'à un certain point toute l'importance structurelle que Séguin, Frégault et Brunet lui donneront une génération plus tard. Pour qui connaît bien l'œuvre de Séguin, d'ailleurs, ou mieux a suivi ses cours, ce qui est mon cas, on croirait par moments entendre ce dernier. Ainsi, Courtois nous met en évidence ce qu'en pense Groulx dans les années 1920. Je cite Charles-Philippe Courtois. Qui se réfère à Groulx. Loin d'être un cadeau providentiel, la conquête est une catastrophe, une blessure grave qui frappe la jeune nation canadienne en plein cœur de la période critique de la première croissance. C'est Groulx qui s'exprime, mais c'est encore Charles-Philippe. La conquête entraîna le démantèlement de la Nouvelle-France, la subordination à une élite étrangère qui accapara tous les postes du gouvernement, de même que les commandes de l'économie. Ce n'est pas le fait d'une méchanceté des Britanniques qu'insiste Groulx, mais les conséquences défavorables qu'induit la conquête étrangère. Groulx innove en mettant l'accent sur les conséquences structurelles de la conquête. La reconstruction se fit, mais l'appauvrissement fut durable, surtout combiné à l'exclusion qui découle du serment d'Utrecht et, surtout, de la situation coloniale. L'annexion par le vainqueur de la guerre de 7 ans fit reculer la colonie sur le plan de l'émancipation. Ces élites furent largement exclues du pouvoir et des rouages de l'économie. Les nouveaux contacts commerciaux et financiers, nécessaires dans une nouvelle métropole, échappaient aux Canadiens. Groulx met ici à profit son apprentissage de l'histoire économique développé par son enseignement au HEC. L'originalité de l'historien est aussi d'étudier les effets de la conquête à travers une approche globale de la société, non pas seulement constitutionnelle ou politique. Dans le lendemain de conquête de Groulx, il ne s'agit donc pas de blâmer les Britanniques, mais de saisir les conséquences d'une nouvelle donne. Il s'agit de porter un regard lucide sur les réalités historiques, pas de cultiver des préjugés ou des haines. Au sujet de Lionel Groulx, on peut argumenter que son indépendantisme est parfois en demi-teinte, ou semble défaillant au cours de la génération qui suit, ce qui peut être contesté ou avalisé, tant son impressionnante productivité intellectuelle et son analyse amènent souvent le chercheur historien à pouvoir y trouver une ligne directrice, des nuances à ce sujet et parfois son contraire, tel que démontré à plusieurs égards par Gérard Bouchard en 2003. Entre autres, Charles-Philippe Courtois souligne que cet indépendantisme devient plus obscur pendant la période de censure et découle donc nécessairement, dans le contexte canadien, de l'oppression, entre autres intellectuelle, et de la libre expression des Canadiens qui accourent au long de la Deuxième Guerre mondiale. Comme on le sait, celle-ci culmine avec une conscription en 1944
et son plébiscite à la clé en 1942, une entorse majeure à la bonne entente, justement, entre le Québec tout particulièrement et le Canada anglais. Homme de son temps comme nous tous, il est présent ici. Lionel Groulx ne pouvait pas ne pas tenir compte de ce contexte, fut-il comme toujours profondément nationaliste, voire indépendantiste. C'est dans ce contexte que, peu après, l'École de Montréal, dite néo-nationaliste, émerge. Maurice Séguin. Maurice Séguin fut un authentique maître à penser. Plusieurs l'ont dit ou écrit. La base de son raisonnement historique avec la conquête de 1760 constitue une défaite fondamentale qui met fin à un processus de colonisation normale d'une colonie française en Amérique du Nord. Il vaut de porter attention à la synthèse qu'il en fait. C'est Séguin qui s'exprime. Ce Canada, qui est dans l'idée d'indépendance, qui étend son emprise commerciale et politique sur une immense partie du territoire nord-américain, du golfe du Saint-Laurent au golfe du Mexique et surtout sur une partie importante du territoire au sud des Grands Lacs, est un obstacle à l'expansion des colonies britanniques. Une des plus faibles colonisations entre en conflit avec la plus dynamique colonisation d'Amérique. Mal défendu par sa métropole, le Canada succombe finalement aux attaques concertées des colonies anglo-américaines et de la Grande-Bretagne. Pour ceux qui savent apprécier à sa juste valeur l'indépendance nationale, cette conquête anglo-américaine est un désastre majeur. Dans l'histoire du Canada français, une catastrophe qui arrache cette jeune colonie à son milieu protecteur et nourricier et l'atteint dans son organisation comme peuple. Le Canada français ne sera plus seul. Sur le territoire, dans ce Québec même, sur le même territoire, naît un deuxième Canada, une autre colonisation, anglaise cette fois, colonisation qui s'imposera dès le début par sa suprématie politique et économique et qui finalement consolidera par le nombre cette suprématie en devenant majorité. On revient au texte. Comme on peut le constater à la lumière comparative des écrits évoqués de Groulx sur la conquête de 1760, les positions de l'un et l'autre de nos historiens marquants de l'historiographie québécoise que sont Groulx et Séguin ne sont pas si éloignées quant aux faits. C'est d'abord en ce sens que nous suggérons ici une filiation de base parce que pour l'un comme pour l'autre, la conquête, ou plutôt la défaite de 1760 a des effets structurants au niveau politique et économique, mais aussi social ou culturel pour la suite de l'histoire, de façon plus immédiate après 1760 pour Groulx et de manière davantage inéluctable pour Séguin. C'est d'ailleurs en ce qui touche la théorisation de ce que Groulx a produit de façon souvent empirique et très productive depuis les archives en faisant office d'historien éveilleur de nationalisme sain et porteur, que Séguin a laissé lui aussi sa marque à ce chapitre. Dès les études doctorales et la thèse qui en découle de Séguin, le lien avec Groulx et l'analyse théorique amorcée ressort, nous dit Jean Lamarre. Je cite Jean Lamarre. Bien que Séguin ait rectifié, à l'aide du facteur marché, les causes principales que Groulx avançait pour expliquer la déchéance incessante de notre classe paysanne, il n'en rejoint pas moins la même conclusion essentielle. S'il est normal que l'exode rural, consécutif au développement de l'économie, entraîne la prolétarisation d'un secteur de la nation, il est par contre anormal que cette prolétarisation soit le lot de toute une nation. Arrivé à ce point, Séguin peut délaisser les phénomènes accessoires et mettre en relief la cause centrale de l'infériorité économique des Canadiens. C'est Séguin qui s'exprime. La cause profonde, persistante, inévitable du servage réside dans l'occupation britannique, en elle-même dépendamment des modalités de celle-ci. On revient au texte. Ce prélude met bientôt Séguin à rédiger ces fameuses normes au fil de la décennie suivante surtout. Conçues afin d'expliciter la thèse bientôt identifiée comme néo-nationaliste de leur auteur, les normes cherchent d'abord à démontrer que la force d'une collectivité se retrouve dans les possibilités qu'elle a dès l'origine et tout au cours de son développement d'exprimer son agir par soi collectif qui est source majeure d'épanouissement et d'enrichissement. Advenant le cas où l'agir par soi collectif est brimé, Séguin traite alors d'oppression essentielle appauvrissante. En ce sens, une collectivité indépendante au sens plein du mot est maître d'exprimer son agir par soi collectif, surtout dans les domaines politiques, économiques et culturels, mais aussi sociaux. Il n'en va pas de même pour une nation satellite et à plus forte raison pour une nationalité annexée qui subit, à des degrés divers, des oppressions essentielles dans ces domaines. Ces oppressions sont soit directes, soit indirectes, et peuvent alors être considérées par Séguin comme des oppressions accidentelles, mais interfèrent inévitablement sur les autres aspects de la vie collective par l'interaction continuelle intervenant entre ces différents volets. Malgré le fil conducteur important noté quant à l'importance de la défaite de 1760 entre Groulx et lui-même, Séguin n'en rompt pas moins jusqu'à un certain point avec l'historiographie en général et Groulx en particulier, en mettant l'accent non pas sur les hommes, mais sur les structures d'une société donnée, afin d'expliquer et d'interpréter les événements de l'histoire en utilisant en quelque sorte une grille explicative. Pour Séguin, l'autodétermination d'une société est le bien suprême de ce qui peut alors véritablement être considéré comme une nation. L'absence de cette autodétermination ou de cette indépendance est un mal absolument radical. Quant à l'indépendance à deux, on l'a dit tantôt, c'est une impossibilité
autre chose. Et être annexé à un peuple indépendant n'est pas être indépendant, car l'annexion provoque la médiocrité générale collective. De cela découle, entre autres, chez Séguin, une analyse en profondeur du nationalisme, qui est, c'est lui qui parle, la volonté d'être maître chez soi, ce qui découle fondamentalement de cette tendance générale de toute société de maîtriser et de réussir sa vie collective selon ses fins propres. Ainsi, Séguin nous enseigne que dans une relation fédéraliste, on ne peut occulter que l'on retrouve un groupe majoritaire, le Canada anglais, et un groupe minoritaire, le Canada français ou le Québec, ce qui conduit à l'oppression essentielle du second. Cela amène Séguin à noter qu'il s'agit là du drame de deux impossibles et de l'inévitable survivance dans la médiocrité. À notre avis, ce dernier passage est bien évocateur d'un pan important de la pensée de Maurice Séguin qui a beaucoup marqué à la fois son œuvre et ce que ses disciples en ont perçu et relayé par la suite. En fait, c'est tellement pessimiste, en effet, que cela, en soi, rehausse l'œuvre d'ensemble de Groulx qui, dès les années 1920, se voulait un visionnaire plus juste de l'avenir du Québec, selon nous, vu de 2018, vu de maintenant. En prônant, par exemple, l'interventionnisme de l'État pour préparer particulièrement le volet économique à cette indépendance nationale prévue dans un demi-siècle, je viens de le citer. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que Séguin saura convaincre les historiens Guy Frégault et Michel Brunet, puis bien d'autres observateurs, de la justesse de ses analyses. Ce sera l'école dite de Montréal. Guy Frégault, Michel Brunet et l'école de Montréal. Oui. Dès les débuts de sa carrière, dans les années 1940 et au tournant des années 50, Frégault est prêt, si l'on peut le dire ainsi, à s'opposer à plusieurs interprétations bonententistes de l'histoire du Canada, d'une part, et à rencontrer intellectuellement les normes de Maurice Séguin, peu après, d'autre part. Voyons cette prémisse. C'est Frégault qui parle. Aux anciens historiens, qui écrit, souvent satisfaits de l'éloquence et de la littérature, il importe maintenant d'opposer une réaction résolument intellectuelle. C'est là le seul moyen qui reste à l'ouvrier de l'histoire, quel qu'il soit, d'être égal à sa tâche et de travailler efficacement pour la culture. Ainsi, en 1944, dans La civilisation de la Nouvelle-France, Frégault a déjà bien compris ce qu'est la conquête de 1760. La conquête fut, on doit le dire, la pire aventure que nous ayons subie. Ce qu'il y a de providentiel, c'est que la nation ne soit pas morte en 1760. Nous étions défaits, c'est-à-dire brisés, désorbités et désaxés. La conquête n'a rien créé chez nous. Elle a défait. Comme on peut le constater, le lien entre Groulx, providentiel, et Séguin, la conquête, une défaite fondamentale, est bel et bien présent ici. Toutefois, sous l'influence de Séguin, Frégault chemine et ils en viennent à heurter Groulx. Voyons une analyse qui l'illustre. Je cite Jean Lamarre. Alors qu'une définition culturelle de la nation permettrait de représenter le devenir de la nation sous le sceau de la continuité, une représentation structurelle la place sous le signe d'une discontinuité radicale. De normale qu'elle était à l'origine, la nation canadienne est devenue anormale au moment où, à la suite de la conquête, elle a perdu la maîtrise de ses cadres politiques et économiques. D'instrument d'épanouissement, l'histoire est devenue une source de lucidité. Pour Groulx et les tenants de l'histoire éclatante, pour qui l'histoire est une fidélité, cette entreprise d'objectivité qui débouche sur un élargissement et un approfondissement de la réalité nationale sera perçue comme une tentative incompréhensible d'avilir notre passé. On vient au texte. En somme, en adhérant à l'interprétation de Séguin qui affirme que la conquête a fait des Canadiens devenus Canadiens français une société anormale, Frégault démontre qu'avant cette conquête, la société canadienne est une nation normale, certes encore une colonie, mais de plus en plus différente de la française. Elle aurait été naturellement en mesure, à l'image des 13 colonies devenues les États-Unis, par rapport à la Grande-Bretagne, de s'en séparer, de devenir une nation distincte. À cet égard, Séguin et Frégault se complètent mutuellement. Pour sa part, l'historien Michel Brunet, spécialiste au départ de l'histoire des États-Unis, est conscient de ce fait du rôle d'une métropole nourricière dans l'organisation d'une société coloniale, puis insatisfait des explications fournies par les historiens, les sociologues et les économistes, était prêt, de son aveu même, à recevoir le message de Maurice Séguin, et a ainsi complété une équipe avec lui. Par la suite, Brunet se fera le porte-parole de Séguin. Dorénavant, Brunet s'évertue à expliquer sur nombre de tribunes, journaux, radios, conférences universitaires et autres, la pensée économique de Séguin, celle-ci découlant conséquemment sur les aspects politiques, sociales et culturels tels que de cette façon, l'indéniable infériorité économique des Canadiens français des années 1950 est une conséquence, c'est Brunet qui parle, directe de la conquête, tout en faisant ressortir que celle-ci les a amenés à développer une conception tronquée de la vie économique et à entretenir d'étranges illusions sur eux-mêmes. Fin de la citation. Cependant, Brunet se détache de Séguin, pour qui le sort politique du Canada français est scellé en 1840 avec l'acte d'union, et se rapproche ainsi de Groulx en considérant que la création du gouvernement du Québec en 1867
constitue le fait le plus marquant depuis la conquête, compte tenu de l'importance que l'État a pris dans le monde moderne. Toutefois, Brunet déplore que le gouvernement du Québec n'a jamais pris ses responsabilités en tant que gouvernement national des Canadiens français. Par ailleurs, le pessimisme de Maurice Séguin et ce qu'en relève Frégault dans ses écrits ont fait en sorte de les éloigner du vieux maître, Lionel Groulx, au long des années 1950. Michel Brunet conserve plus longtemps que les deux autres une relation cordiale avec Groulx, nous explique longuement Charles-Philippe Courtois. Toutefois, les critiques de Brunet envers le nationalisme traditionnel se font de plus en plus virulentes et visent, sans le nommer, le prêtre historien, en traitant des trois illusions de la pensée canadienne-française, qui a connu deux moutures. La première fustigeant l'agriculturisme, l'anti-impérialisme et le canadianisme en 1954, puis l'agriculturisme, l'anti-étatisme et le messianisme 3 ans plus tard. Dans la même foulée, Brunet va plus loin et attaque directement Groulx, puis son nationalisme de fond de cœur, je cite Brunet. Leurs conceptions économico-sociales ont été fausses ou tronquées, parce qu'ils étaient membres d'une nation démolie et asservie, et non pas parce qu'ils étaient nationalistes. L'émotion nationaliste les a trompés. Ils se sont imaginés que les Canadiens français avaient puisé dans leur foi catholique et dans leur innéité française la force de triompher contre leur malheureux destin de peuple subjugué. Conclusion. Par-delà le fait ou par-dessous, c'est selon, que la ferveur religieuse est en baisse accélérée dans le Québec des années 1950 puis surtout 1960 et que cela marque nettement les relations et ce qu'en percevront leurs contemporains entre Groulx et ses anciens disciples Séguin, Frégault, Brunet, il demeure que ce sont les conséquences inéluctables de la conquête, défaite, disions-nous, de 1760 pour ces derniers qui héritent le plus Lionel Groulx conceptuellement. C'est particulièrement vrai pour les suites de cette défaite. Voyons ce qu'il en est. C'est Groulx qui s'exprime. « Je crois ne m'être jamais caché les terribles méfaits de la catastrophe de 1760, mais j'ai toujours cru à une certaine grandeur de notre histoire, après comme avant la suprême défaite. Je me suis appuyé là-dessus pour inculquer, si possible, à notre petit peuple un peu de fierté et la débarrasser de son esprit de vaincu. Cela étant, le trio Séguin, Frégault, Brunet a été perçu comme ayant amené une profonde rupture avec l'historiographie traditionnelle. Ils apportent certes, en particulier Maurice Séguin, une analyse structurelle de défaite de 1760 et de ses conséquences. Les Canadiens, devenus Canadiens français puis Québécois, sont une nation minoritaire qui ne peut agir à sa pleine mesure collectivement, par elle-même, ce que seule l'indépendance pourrait résoudre en effet. Néanmoins, cela ne nous soustrairait pas, au danger que le Québec, une fois souverain, devienne une nation satellite, à l'exemple d'ailleurs du Canada actuel vis-à-vis des États-Unis. Mais cette nation nouvelle aurait au moins l'immense avantage d'être dotée de l'autonomie interne et externe et d'être présentée par elle-même au monde. D'être présente par elle-même au monde. Tel que le conclut avec justesse l'œuvre importante de Jean Lamarre. Tout cela n'aurait sans doute pas été possible, et à bien des niveaux, s'il vous plaît, sans le travail préalable et les décennies de labeur amoureux de son peuple, du grand animateur de fierté nationale que fut Lionel Groulx. Ce que le Québec est devenu, malgré l'indéniable oppression essentielle vécue, dans une foule de domaines, en particulier culturel, économique et social, n'eût sans doute pas été possible non plus sans son travail de pionnier. En fait, concluons en disant qu'en définitive, et c'est là mon message, ces 4 historiens sont l'indispensables pilier de cette école de Montréal si importante à l'historiographie québécoise nationaliste. Les 4. Ce faisant, une saine et nécessaire filiation se retrouve en harmonie. Merci. Je vais recevoir 2 questions ici, directes, et j'apprends l'addition d'un autre orateur, qui est M. Robert Laplante, et qui va prendre la parole juste après. Est-ce qu'on ne peut pas dire, à la lumière de l'histoire récente, que Groulx a eu tout faux? Quant aux grands hommes qui voyageaient en train vers Ottawa, c'est Wilfrid Laurier, Saint-Laurent, Trudeau, Chrétien, Justin Trudeau en avion maintenant, pour qui nous sommes une communauté. On n'a pas gagné grand-chose. Ces grands hommes étaient surtout les porte-parole des intérêts d'Ottawa, beaucoup plus que de leur communauté d'origine. Ensuite, l'idée de mettre la pression sur Ottawa, l'idée de faire peur à Ottawa pour obtenir des droits. 2 fois, on a organisé des référendums.
c'est difficile d'adopter des mesures pour faire davantage peur. Et le résultat a été, finalement, que le Québec a moins de droits aujourd'hui qu'avant l'organisation de ces 2 référendums. Donc, dans ce sens-là, il me semble que Groulx a eu tout faux sur des aspects fondamentaux de sa pensée. Merci. Mon cher monsieur, je respecte votre pensée, mais je ne la partage pas. Et ce que je vous dirais, c'est que de mon point de vue, et du point de vue de mon point de vue, il est très temps de réhabiliter Lionel Groulx. Et c'est l'essence même, la volonté de ce texte-là, de cette présentation-là, que d'essayer de favoriser ou de promouvoir une relation ou une continuité harmonieuse entre ce que nous fûmes et ce que nous étions récemment et ce que nous sommes devenus. Et je crois que nous devons ça à nous-mêmes. Et je vais être cru, là, mais tant qu'on va se chicaner entre nous sans arrêt, nous n'avancerons que bien péniblement. Voilà. Avancez, monsieur, oui. Bon. Souveraineté, de quoi parle-t-on? On parle du changement de statut d'un État et non pas d'un débat d'idées. OK? Et ça joue selon des règles qu'on ignore dans le mouvement souverainiste. Maintenant, d'où vient l'État? Y a-t-il un État au Québec pour mener ce changement de statut-là? On est dans la confusion. Alors, dans la biographie de Lionel Groulx que vous avez évoquée, à la conclusion de ça, on comprend que Lionel Groulx a été le père de la doctrine d'État du Québec, avec le plan pour y arriver jusqu'en 60, au moment où l'État s'impose comme une réalité à Jean Lesage. Alors, il y a une continuité là. Et donc, Groulx, c'est ça sa contribution, c'est d'avoir fait apparaître cette doctrine d'État-là. Je comprends M. Lamonde qui peut nous dire, oui, mais c'était un État dans la Confédération, sauf que c'est le levier qui mène l'indépendance. Je m'excuse parce que j'ai soif. OK. OK. C'est le levier qui mène à l'indépendance. Et donc, celui qui l'a, c'est l'architecte de l'État du Québec, c'est bien Lionel Groulx. Et ça, c'est une contribution fondamentale. Et puis, on se perd dans des débats sur les idées. Ce que je pense, je fais un peu de géopolitique, c'est que ceux qui ont créé le potentiel d'une possible souveraineté l'ont fait dans le conservatisme. Et ceux qui l'ont gaspillé, ça a été dans le libéralisme. Alors, il y a un moment donné, là, on va pouvoir faire un effort intellectuel pour sortir du piège dans lequel on est. Là. Bon. Pour reprendre votre allocution par la fin, là, Maurice Séguin disait bien que le nationalisme n'est ni de droite ni de gauche et peut évoluer. Puis Bernard Landry disait à ce sujet-là que l'indépendantisme n'est ni de droite ni de gauche, c'est par en avant. Voilà. Mais, vous savez, Lionel Groulx, à mon avis, est essentiel et permet, c'est ce que j'essaye de démontrer, là, et permet l'éclosion, l'avènement de, ne serait-ce que concrètement, parce que c'est lui qui les engage, là, de Séguin, Brunet et Frégault. Mais c'est un maillon essentiel. Mais François-Xavier Garneau l'est tout autant, et Papineau l'est tout autant, et nos prédécesseurs bien illettrés du temps de la Nouvelle-France le sont tout autant. On forme un peuple avec une histoire, et on doit être fiers de nos ancêtres. C'est un message à passer à nos enfants et à nos petits-enfants. Et cette histoire-là est belle et édifiante, je choisis mon mot, à bien des égards. Et faut se concerter et trouver davantage les points de convergence. Et quand nous serons suffisamment sûrs de nous-mêmes, nous y arriverons plus facilement. Ceci étant dit, sur un point extrêmement positif, si on regarde le cheminement fascinant, incroyable du Québec depuis un siècle, il y a de quoi être profondément impressionné et fier. Oui, on n'a pas abouti, mais vous savez, ces choses-là sont longues. Les Romains ont envahi la France 400 ans. Les Russes ont été en Ukraine 400 ans, etc., etc.
les Britanniques, là, nos frères ennemis, ont été en Irlande, j'en parlais avec Christian Rioux, il y a 800 ans. Et ce qui se passe en ce moment, le Brexit achoppe là-dessus. Bon, voilà. Il y en aurait extrêmement long à dire. Ces choses-là sont longues. Et ce que je veux surtout dire, c'est qu'on se doit à nous-mêmes et à nos enfants d'être fiers de nous. Parce que je suis membre, vous savez, membre élu d'une association internationale de recherche en didactique de l'histoire des sciences sociales. Et je sens, partout, quand on va dans chaque colloque, chaque congrès, qu'il y a un respect envers le Québec. Et que nous sommes la nation minoritaire, probablement la plus respectée au monde, avec l'Écosse et la Catalogne dans le même groupe, dans le même clan, dans le même cénacle. Mais n'oublions jamais ça. Nous avons tendance à l'autodestruction, parfois trop facile, je dirais. Soyons fiers de ce que nous sommes. C'est mon message.